Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson. Et comme il se passe des choses dans le monde entier, il n'y a pas de meilleure personne à inviter que mon cousin, Jeremy Richardson. Il est l'un des principaux membres de l'équipe Action mondiale chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Et comme il a les yeux tournés partout dans le monde, c'est la personne idéale à recevoir. Jeremy, comment allez-vous? Je vais très bien, merci Dave. J'espère que vous vous portez bien aussi. Oui, très bien. Comme je le disais avant d'entrer en onde, je suis présentement sur une ferme au Québec et je sais que vous avez des antécédents familiaux dans le domaine de l'agriculture. C'est incroyable les talents de cette famille dans le monde entier. Mais racontez-nous votre anecdote sur l'agriculture et le rapport qu'on peut en faire avec les placements. C'est vrai. Je ne vois pas de meilleur exemple d'un état d'esprit de propriétaire et d'engagement professionnel. Mon oncle travaillait sur la ferme familiale lorsque j'étais enfant. Je me souviens très bien être assis avec mes frères et sœurs, et mes cousins en effet, autour de la grande table de la ferme, et d'être gavé de confiture et de pain par ma tante. Et mon pauvre oncle, vous savez comment sont les agriculteurs, ils se plaignent toujours. Il n'était jamais autorisé à entrer dans la cuisine avec sa salopette et ses bottes de caoutchouc. Il devait s'asseoir sur cette chaise en bois à l'extérieur et enlever tous ses vêtements sales, ses bottes et tout le reste. Je l'entends, il était revenu de creuser des fossés autour des champs et il se lamentait. Les vaches ne savent même pas tout ce que je fais pour elles. Cela m'a toujours frappé. C'est un très bon exemple de la raison pour laquelle nous faisons les choses lorsque nous avons ce niveau d'engagement ou lorsque nous avons ce sentiment d'appartenance. Mon oncle aurait très bien pu ne pas consacrer le temps, l'argent ou le carburant nécessaire pour creuser ces fossés, s'assurer que les champs ne s'engorgent pas d'eau, mais s'il ne l'avait pas fait, les vaches n'auraient pas été nourries, l'herbe n'aurait pas poussé et la ferme aurait perdu de sa valeur par rapport à ce qu'elle était quand il l'a reçue de son propre père, Ted. Aujourd'hui, mon oncle Michael est décédé, c'est mon cousin Andrew qui creuse les fossés de la ferme, et il continue à le faire pour que lorsqu'il le transmettra à son propre fils Jack, la ferme reste une entreprise prospère. Je pense que c'est un très bon exemple de l'effort supplémentaire que nous faisons pour nous occuper des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Cette attitude contraste avec celle peut-être plus éphémère que l'on trouve souvent sur les marchés boursiers. Les gens échangent des actions. On dit que la voiture la plus rapide du monde est une voiture de location parce qu'il n'y a pas le sens de la propriété. On ne la traite pas aussi bien. Avoir le sentiment d'être propriétaire, investir dans ces grandes entreprises que nous aimons identifier, nous pensons que c'est la meilleure façon de procéder. Nous nous sentons responsables, comme mon oncle sur sa ferme, d'essayer de nous engager avec les entreprises que nous possédons pour nous assurer que nous pouvons jouer notre rôle en les rendant aussi bonnes que possible. Bien sûr, c'est dans notre intérêt, car qui voudrait acheter une mauvaise ferme? Vous n'obtiendrez pas de rendement. Qui veut acheter une action ou une entreprise médiocre? Si nous nous efforçons de rendre ces entreprises aussi bonnes que possible, nous en tirons profit en tant qu'investisseurs. C'est également payant pour nos clients. En outre, on se sent bien de jouer notre modeste rôle dans le progrès et l'amélioration de ces entreprises. Oui, c'est une part fondamentale de ce que vous et l'équipe faites lorsque vous gérez des actifs, que vous recherchez des entreprises dans lesquelles vous allez investir, mais surtout, comme vous le dites, une meilleure façon de le dire, des entreprises que vous allez posséder et avec lesquelles vous allez croître sur une longue période de temps. Ce dévouement sous tant de formes, et je pense que nous en parlerons à un moment donné de la discussion, et ce coup de pouce supplémentaire, lorsque vous pouvez l'identifier, vous identifiez une entreprise qui va croître plus rapidement et dont l'action va s'apprécier plus rapidement au fil du temps. Oui, alors, passons maintenant à ce qui se passe actuellement sur les marchés. Nous avons assisté à l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis, bien sûr. Nous avons eu beaucoup d'annonces et beaucoup de volatilité sur les marchés.
Enfin, hier soir, il y a un tribunal américain qui a annulé tous les droits de douane imposés par l'administration. Il est possible que ces droits de douane disparaissent tout simplement, complètement. Alors, comment envisagez-vous de détenir ces entreprises dans un tel contexte de turbulence? Vous voyez le marché reculer de 20%, puis repartir de plus belle. Comment avez-vous géré tout cela en tant qu'investisseur professionnel? Oui, il s'est passé beaucoup de choses et nous avons dû réfléchir à tous les aspects. Nous avons essayé d'y réfléchir de deux manières, d'aval en amont et d'amont en aval. L'approche descendante consiste à s'assurer que nous restons dans les limites du travail qui nous a été confié par nos investisseurs, ce qui signifie que nous devons rester pleinement investis. Nos investisseurs sont beaucoup plus concernés par la répartition d'actifs que nous. Ils ont leur propre motivation en ce qui concerne la retraite, les chiffres qu'ils veulent atteindre, leur attitude face aux risques, etc. Nous n'allons pas essayer d'imposer notre point de vue et de leur mettre des bâtons dans les roues. Nous essayons de nous en tenir à la mission qui nous a été confiée, à savoir être des investisseurs, être pleinement investis, et compte tenu de cette contrainte, quelle est la meilleure façon d'allouer les ressources dans le cadre d'un ensemble d'opportunités plus larges? Et à cette fin, je pense que l'une des choses auxquelles nous avons réfléchi est l'ampleur et la rapidité des changements, à la fois en termes de perspective, de flux d'informations, de direction du marché, mais aussi au sein même du marché. Nous l'avons constaté au niveau régional entre les États-Unis et en dehors des États-Unis. Nous l'avons constaté au sein des industries, car toutes les industries ne seront pas touchées de la même manière par les droits de douane. Il est donc très important pour nous de pouvoir gérer ce risque et de maintenir un niveau acceptable de diversification. Nous n'allons jamais nous précipiter d'un seul côté du bateau. Nous avez déjà entendu Dave parler d'essayer de rester au centre du bateau. Si vous avez le mal de mer, si vous n'aimez pas le mouvement de l'océan, alors si vous vous placez au centre du bateau, vous minimisez cette volatilité. Du point de vue du risque, du point de vue du portefeuille, nous essayons de rester dans cette position pour minimiser la volatilité liée à tout ce que nous ne voulons pas. Nous n'avons pas jeté l'argent dans n'importe quelle direction, ni aux États-Unis, ni en dehors des États-Unis, ni en essayant de miser sur certains secteurs de façon agressive. Je pense que nous sommes heureux qu'il en soit ainsi, car, compte tenu des fortes fluctuations que nous avons connues, nous aurions pu être des héros ou des zéros si nous avions agi de la sorte. Nous avons essayé de tracer une voie moyenne et cela semble avoir fonctionné raisonnablement bien sur le court terme. Donc, nous sommes encouragés par cela. D'un point de vue ascendant, il s'agit en fait des entreprises elles-mêmes et de l'impact sur les différents secteurs, car nous comprenons que le secret de l'identification d'une grande entreprise doit commencer par l'essence de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Une entreprise doit faire quelque chose de différent de ses pairs afin de gagner ce moment de vérité quotidien où les clients décident où ils veulent dépenser leur argent. La nature de cet avantage concurrentiel sera potentiellement influencée par des éléments tels que les tarifs, les chaînes d'approvisionnement, la nécessité de s'assurer que les stocks sont disponibles au bon moment. Il y a beaucoup de détails, disons-le, assez ennuyants qui doivent se passer en coulisses pour que les entreprises soient en mesure de gagner ce moment de vérité où les clients décident. Si vous n'avez pas de stock en rayon parce que votre chaîne d'approvisionnement est déréglée, vous ne gagnerez pas. La plupart du temps, des éléments tels que les chaînes d'approvisionnement sont d'une importance fondamentale. Mais 9 fois sur 10, ce sont des questions qui ne sont pas abordées lors d'une réunion trimestrielle du conseil d'administration. Le président et le directeur général ne se retrouvent pas sous pression à cause de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Mais occasionnellement, ils vont apparaître et en fait, les entreprises qui ont de meilleures équipes de gestion vont forcément faire un meilleur travail pour gérer ces problèmes. Un bon exemple, historiquement, est ce que nous avons vu lors de la pandémie. Rappelez-vous, Dave, à cette époque, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées et les entreprises qui avaient fait le travail, qui s'étaient retrouvées avec plus de flexibilité, se sont avérées plus résilientes et elles ont fait un travail formidable. Pour beaucoup d'entre elles, en approvisionnement leurs clients pendant une période très difficile et éprouvante de l'histoire. Je pense que les nouvelles concernant les tarifs douaniers
nous ont fait pencher dans cette direction. Et je suis heureux de dire que du point de vue du portefeuille, par chance ou par jugement, nous avons réussi à éviter certains des secteurs les plus exposés aux droits de douane potentiels. Néanmoins, nous avons travaillé de manière ascendante pour déterminer qui est touché et qui ne l'est pas. Mais comme vous l'avez dit, à juste titre, il s'agit d'une situation très dynamique. Les nouvelles ne cessent de changer, les nouvelles ne cessent d'évoluer, et la nouvelle la plus récente que nous essayons de comprendre est le scénario qui dit essentiellement que les droits de douane vont disparaître. Je sais que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Dave, j'avais une diapo, je crois, qui montrait les étapes de la libération. Je devrais plutôt appeler ça l'escalier qui mène au paradis. Maintenant, cet escalier vers la libération ressemble davantage au syndrome Bobby Ewing, c'est-à-dire que l'on se réveille et que l'on se rend compte que ce n'était qu'un mauvais rêve. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous nous demandons à quoi ressemble l'équilibre, mais je pense que l'une des choses que nous n'avons probablement pas encore pleinement comprises en tant qu'investisseurs, ce sont les conséquences de cette décision de justice sur d'autres aspects de l'agenda de l'administration. En particulier, les recettes que les droits de douane étaient censés générer devaient contribuer à financer d'éventuelles réductions d'impôts à l'approche des élections de mi-mandat et à réduire le déficit budgétaire qui s'est creusé en raison du grand et magnifique projet de loi de finances. Nous avons maintenant le départ d'Elon Musk de l'administration. Nous avons maintenant l'abandon des droits de douane, peut-être temporairement, nous attendrons de voir, mais cela soulève toutes sortes de questions sur les objectifs politiques de l'administration actuelle. Je pense que pour les investisseurs, il s'agit d'un nouveau niveau d'incertitude auquel nous n'avons pas eu affaire jusqu'à présent. Oui, on pourrait peut-être rafraîchir la mémoire des membres de notre public qui ne se souviendraient pas de Bobby Ewing. Je n'avais pas réalisé que Dallas passait à la télé au Royaume-Uni à l'époque. Un feuilleton du soir, comme on dit, et ils ont eu à se remettre à niveau, si on veut, ou en tout cas à revenir en arrière d'une année complète. Toute une saison a été effacée, en quelque sorte. Tout d'un coup, ce n'était qu'un rêve, et ils ont repris la série comme si de rien n'était. Et encore une fois, vous regardez ce qui se passe dans les tribunaux aux États-Unis, et tant de politiques qui ont été faites par un coup de crayon, par un décret présidentiel, et que les tribunaux ont bloqué, comme si de rien ne s'était passé. Ensuite, ce que vous avez dit à propos des équipes de gestion. Et je sais que c'est une partie essentielle de ce que vous faites, vous et l'équipe, lorsque vous prenez vos décisions d'investissement, c'est que vous passez du temps avec ces équipes de direction. Et très clairement, lorsque vous traversez une période comme celle-ci, où les choses se bousculent tous les jours, une équipe de direction efficace va faire une énorme différence. Il faut donc savoir et comprendre tout ça. Là encore, il s'agit parfois d'une propriété à long terme. Vous passez beaucoup de temps avec ces personnes et vous savez comment elles réagissent en cas de crise. D'autres fois, lorsque vous décidez d'acheter ou non une entreprise, vous pouvez évaluer à distance la façon dont elle a réagi dans les différentes circonstances qui se sont présentées à elle. C'est exceptionnel. Je ne pense pas que la plupart des investisseurs y pensent vraiment. Même si nous travaillons tous quelque part et que nous constatons l'efficacité de notre directeur ou de l'équipe de direction de notre entreprise et que nous voyons à quel point cela fait une différence en cas de crise, mais aussi sur le long terme. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, lorsque j'étais à Londres, de sortir avec l'un de vos collègues et d'observer ce que vous faites pour mieux comprendre les entreprises. Bon, on m'avait aussi donné pas mal d'échantillons de chocolat. Ça a vraiment été une bonne visite cette fois-là. Mais tout ce travail de diligence raisonnable, c'est une grande partie de ce que vous et votre équipe faites. Vous cherchez les vertus de ces entreprises, pas seulement des mesures empiriques, mais tout ce que fait la direction pour créer des capitaux propres et de la valeur dans l'entreprise au fil du temps. Vous voulez nous en parler? Oui, c'est un très bon point, Dave. Merci de l'avoir soulevé. Nous parlons souvent d'essayer de comprendre la personnalité des entreprises.
Les entreprises sont des organismes sociaux. Elles sont composées de personnes et ce sont des gens qui collaborent ensemble pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats que ceux qu'ils avaient la veille. Et c'est là que la valeur est créée. C'est la combinaison du capital travail et de l'innovation qui permet d'obtenir une valeur réelle. Et cela ne se produirait pas sans les personnes. Il faut donc comprendre la personnalité des entreprises. Si vous comprenez la personnalité des entreprises, si vous comprenez la culture de l'organisation, vous serez beaucoup plus à l'aise. On dit que la culture, au fond, c'est tout ce que les gens font quand personne ne les regarde. Il est évident que nous ne pouvons pas être présents en permanence dans l'entreprise, mais si nous avons l'assurance que la culture est la bonne pour l'industrie, lorsque quelque chose de fâcheux se produit, quelque chose d'inattendu, nous sommes rassurés de savoir que l'équipe de direction traitera cette question avec le degré d'importance qu'elle requiert et mettra en place des stratégies afin de pouvoir gérer cette situation. Je pense à des exemples comme la pandémie ou les tarifs douaniers, ou encore à d'événements qui arrivent de nulle part. Une cyberattaque, un événement politique, l'éruption d'un volcan quelque part, autant de facteurs avec lesquels il faut composer. Mais lorsque cela se produit, les entreprises qui sont plus résilientes, qui ont une culture d'entreprise forte, nous pensons qu'elles parviendront mieux à gérer cette situation. Bien entendu, il n'y a pas de culture commune à rechercher car les entreprises sont très différentes les unes des autres. Pensez à l'exemple d'un chemin de fer. Pour une compagnie ferroviaire, ce qui compte vraiment, c'est la sécurité et le respect des délais. C'est ce qu'elle doit fournir. Sinon, il est impossible de faire fonctionner un chemin de fer avec succès. Mais si vous dirigez une agence de publicité, vous ne voulez pas que tout le monde pense exactement la même chose. Vous voulez une diversité de pensées, des idées différentes. Et c'est un ensemble de valeurs très différentes que vous essayez d'inculquer au sein de l'organisation. Il faut donc s'assurer d'avoir la bonne culture. Il est évident que vous voulez que les entreprises se comportent de manière éthique, qu'elles respectent les besoins de toutes les parties prenantes. Mais en réalité, il s'agit de juger de manière réfléchie qu'il s'agit de la bonne culture pour ce secteur particulier et que cela donne à cette équipe, plus souvent qu'autrement, la possibilité de fournir des résultats supérieurs. Parce qu'elles ont la résilience que nous recherchons, elles seront en mesure de gérer efficacement l'entreprise au quotidien, mais aussi de la positionner stratégiquement sur le long terme. Nous détenons certaines entreprises de notre portefeuille depuis plus d'une décennie et je vous promets que certaines de ces entreprises sont très différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient lorsque nous les avons achetées il y a 10 ans. Si nous continuons à en être actionnaires, c'est en partie parce que les équipes de gestion ont su saisir les opportunités qui se sont présentées. C'est incroyable. Les bonnes choses arrivent aux bonnes entreprises, les bonnes choses arrivent aux bonnes équipes de gestion. Et comme le dit l'aphorisme sur le golf, plus je m'entraîne, plus je suis chanceux. Plus vous investissez dans votre entreprise, plus vous développez une culture forte, plus vous semblez avoir d'opportunités. Oui, car comme vous le dites, les entreprises sont composées de personnes, tout comme dans Soleil vert, tant qu'à faire des références aux années 70. Mais oui, il suffit d'y penser soi-même. Si vous pensez aux différents endroits où vous avez travaillé au cours de votre carrière, ou même si vous travaillez dans un endroit formidable et que vous avez des amis ou des membres de votre famille qui travaillent dans un endroit qui ne traite pas ses employés comme il se doit, et que vous les entendez autour de la table lors d'une réunion de famille, ils disent « Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible, là où je travaille, ils nous font ceci, ils nous font ça. » Et moi, de penser, je travaille pour une entreprise qui prend vraiment soin de ses employés, qui veut les aider à se construire et à se développer. En même temps que l'entreprise, la différence dans cet environnement, la différence dans la satisfaction des employés et ensuite l'engagement à obtenir des résultats. C'est tout à fait logique. Et encore une fois, cela a toujours été le cas. Jeremy et son collègue Habib ont déjà participé à cette émission. Si vous voulez revenir en arrière, cliquez, abonnez-vous à notre balado, quel que soit l'endroit où vous la recevez. Et tous ces anciens épisodes sont là. Nous sommes sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Nous, les deux beaux bonhommes Richardson. Si vous voulez nous voir en vidéo et pas seulement nous écouter en audio, vous pouvez vous abonner sur YouTube et nous laisser un commentaire 5 étoiles. Nous aimons toujours ce genre de choses.
Jeremy, terminons car je sais que Nvidia est l'un de vos titres depuis un certain temps. Et il se trouve que Nvidia a publié hier soir un rapport sur ses résultats. Vous pourrez peut-être faire des commentaires à ce sujet, mais la dernière fois que je vous ai vu, vous parliez de toute l'évolution des entreprises qui vont faire partie de cette incroyable vague d'intelligence artificielle qui va déferler sur l'économie et de la manière dont vous modifiez vos paris, ou devrais-je dire la répartition de vos actifs. Alors commençons par Nvidia, mais on peut parler de tous les autres aussi. Oui, absolument, avec plaisir. Il s'agit d'un ensemble étonnant de technologies qui semblent nous parvenir à un rythme effréné. Les résultats de Nvidia hier soir, je pense, l'ont souligné, car pour moi, l'une des choses clés que j'ai retenues est l'accélération que nous observons dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous savons toutes les choses intelligentes que ces grands modèles de langage peuvent faire et nous pouvons voir et entendre toutes les dépenses d'investissement dans l'industrie de la part de ce que l'on appelle les sociétés d'informatique en nuage, qui se sont lancées dans une course au développement de grands modèles de langage supérieurs. Mais ce qui est en train de se changer et d'aider réellement beaucoup de ces entreprises technologiques, c'est la manière dont cette intelligence artificielle est adoptée par les utilisateurs. Dans l'industrie, cela s'appelle l'inférence, et en substance, chaque fois que nous nous engageons en tant que consommateurs avec un modèle d'intelligence artificielle, nous lui posons une question, et dans les coulisses, le modèle prend cette question et tente d'y répondre. Il y a beaucoup de mathématiques astucieuses qui sont utilisées pour produire les résultats que nous voyons. Ce processus nécessite de l'informatique, des puces, et il s'agit d'une activité d'intelligence artificielle différente, alors que la formation est une activité à grande échelle visant à développer les compétences de base du modèle. Il s'agit en fait de prendre ces compétences et de les transformer en résultats utiles que vous et moi pouvons réellement utiliser, Dave. C'est l'accélération de l'intelligence artificielle qui, je pense, s'est manifestée de manière éclatante dans les résultats de NVIDIA. Cela a conduit, je pense, à mettre un terme, disons-le ainsi, à certaines des inquiétudes qui entouraient l'industrie à la fin de l'année dernière et au début de 2025. Il y a certains points de données anecdotiques auxquels nous prêtons attention concernant l'augmentation de cette inférence. Vous êtes donc très enthousiaste à l'idée de ce que la technologie pourrait apporter à l'avenir et, en tant qu'investisseur, vous concentrez votre attention sur les entreprises qui ont quelque chose d'unique à apporter à la partie. Je pense que Nvidia est l'une d'entre elles, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres sociétés que nous possédons dans notre portefeuille en termes de matériel, de puces, de fabricants ou de concepteurs. Taiwan Semi en est un bon exemple, de même que Broadcom, qui sont des fabricants ou des partenaires dans ce segment particulier de l'industrie. Mais à l'avenir, quelle est la meilleure façon de tirer parti de cette augmentation de l'activité? Nous pensons qu'il s'agit en fait de remonter la chaîne de valeur, comme nous aimons à le dire, et de mettre l'accent non plus sur la fabrication, sur le matériel, mais sur les logiciels. Nous avons investi dans des noms comme SAP, Salesforce, Intuit. Ce sont toutes des entreprises qui, selon nous, contribueront à fournir ces solutions d'intelligence artificielle à leurs clients. En fait, nous avons obtenu de très bons résultats d'Intuit en début de semaine. Il s'agit d'une entreprise que bon nombre de nos téléspectateurs et auditeurs connaissent peut-être, en particulier si, comme moi, vous devez payer des impôts chaque année et qu'un logiciel de comptabilité fiscale d'Intuit peut vous aider à le faire. Si vous dirigez une petite entreprise, des logiciels comme QuickBooks peuvent être très instructifs. Beaucoup d'entre nous peuvent constater que lorsqu'ils remplissent leur déclaration d'impôt, ils peuvent le faire avec de l'aide. Je sais que c'est parfois le cas. La présence d'un agent piloté par l'IA, capable de fournir l'assistance opportune dont j'ai besoin, peut être inestimable. En particulier parce que j'ai tendance à faire ce travail le week-end ou aux petites heures du matin, lorsque les gens raisonnables ne sont pas debout. Nous pensons donc que cela renforce l'avantage concurrentiel de certaines de ces entreprises. Je pense que la société a beaucoup à gagner de l'intelligence artificielle. Elle permettra aux entreprises de devenir plus productives
ou aux personnes de devenir plus productives elles-mêmes. C'est une bonne chose pour la société, car plus nous sommes productifs, plus nous pouvons être mieux payés. C'est ainsi que les salaires augmentent au fil du temps et que la société progresse. Nous ne devrions pas avoir peur de l'intelligence artificielle à cet égard, car elle sera un accélérateur du PIB. Mais de la même manière que l'électricité a transformé de nombreuses industries, et nous pensons que l'intelligence artificielle le fera aussi, personne ne penserait que l'électricité ne représente pas un bon placement. Tout le monde a l'électricité, et oui, tout le monde utilisera l'intelligence artificielle. L'astuce consiste donc à déterminer pour qui l'intelligence artificielle est transformationnelle, pour qui renforce-t-elle réellement l'avantage concurrentiel. Pour les autres, l'avantage se réduira comme peau de chagrin. Tout le monde aura accès à de merveilleux outils, mais pour certains, cela fera une réelle différence. C'est pourquoi nous essayons d'être très sélectifs quant aux sociétés de logiciels que nous examinons et dans lesquelles nous choisissons d'investir, car nous nous concentrons sur celles qui, selon nous, bénéficieront d'avantages disproportionnés par rapport à leurs pairs. Oui, et je pense que le rapport de NVIDIA et son envergure rappellent à tout le monde qu'il s'agit d'un thème récurrent. C'est quelque chose qui se produit. Il va continuer à évoluer. Ensuite, en ce qui concerne Salesforce, que vous avez mentionné détenir, elle a publié ses résultats hier. Salesforce représente la production. Si NVIDIA est la plomberie, Salesforce est l'eau qui sort du robinet, le résultat réel que vous obtenez et qui vous est utile. Les deux entreprises font leur rapport. Nous n'en sommes qu'à la pointe de l'iceberg de ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, mais nous savons à quel point cela va être transformateur et à quel point il s'agit d'un thème d'investissement important. Et vous et votre équipe l'avez compris, vous étiez sur le coup très tôt et c'est pourquoi vous avez eu tant de succès. Jeremy, c'est toujours un plaisir de vous voir et en fait, nous avons eu beaucoup d'occasions de nous croiser cette année. Vous êtes venu de notre côté de l'océan et moi je suis allé du vôtre. J'ai hâte de vous revoir dans un avenir proche. Merci d'avoir toujours la gentillesse de nous rejoindre à cette émission. Ce fut un réel plaisir. C'est quand vous voulez, Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.